Le parc éolien de la Seigneurie de Beaupré pourrait quadrupler sa capacité de production d'ici la fin de l'année 2027. Le projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix, accueillerait une soixantaine d'éoliennes supplémentaires d'une hauteur de 200 mètres. Ce méga-projet débuterait à l'été 2025 et sa mise en opération est prévue pour 2027. Les infrastructures énergétiques auraient une puissance de 400 MW qui alimenterait 120 000 foyers dans la province. Notre équipe était sur place lors des consultations citoyennes qui avaient lieu à Baie-Saint-Paul. Comme l'explique le porte-parole d'Hydro-Québec, la société d'État cherche à augmenter et à transformer sa production d'électricité en sol québécois. Ça s'inscrit dans nos projections finalement de besoins énergétiques au Québec d'ici 2035. Parce qu'on entre dans une phase de transition énergétique. C'est pas seulement le Québec, c'est l'ensemble des provinces, même l'ensemble des pays modernes du monde qui ont besoin de se départir de leur dépendance aux énergies fossiles pour s'en aller tranquillement vers les énergies vertes, les énergies renouvelables, vers l'électricité. Ça tombe bien, au Québec, on a quand même beaucoup d'énergie renouvelable, d'électricité, mais il faut augmenter notre production, principalement pour des raisons environnementales, écologiques. Selon les actionnaires du projet, les atouts de ce site seraient nombreux, à commencer par le haut potentiel énergétique associé au vent dans ce secteur montagneux. Pour les parcs de la Seigneurie de Beaupré existants, Boralex et Énergie Développement étaient déjà partenaires. Donc, il y avait une bonne connaissance du milieu. Ça, c'est au-delà du gisement éolien qui est incroyable sur les terres de la Seigneurie de Beaupré, détenu par le Séminaire de Québec. Il faut se rappeler que nous, on avait déjà l'expertise du terrain. Il y avait déjà aussi des chemins existants qu'on pouvait réutiliser. Donc, on minimisait quand même l'impact en pouvant réutiliser certaines des infrastructures routières. On était à proximité des lignes de transport. Ça, c'est quand même un élément clé parce qu'on devait être capable de se raccorder relativement facilement. Et c'est un projet qui était capable d'être développé de façon assez rapide comparativement à ce qui peut être fait normalement dans des projets d'énergie renouvelable. Ce parc éolien présenterait également un potentiel d'investissement intéressant pour Hydro-Québec. Ce n'est pas un projet comme les autres au niveau éolien pour Hydro-Québec, parce que d'habitude, chez Hydro-Québec, on va demander à des promoteurs de faire des projets éoliens, puis on va acheter l'énergie à un prix. Tandis que là, la différence avec le projet des Neiges, peu importe les trois sections, c'est qu'Hydro-Québec, en plus, a une participation financière au tiers du projet. Donc, ce que ça veut dire pour l'ensemble des Québécois, c'est que Hydro-Québec va aller chercher davantage de revenus, en plus des revenus qui sont tirés de l'achat d'électricité du parc éolien. On va aller chercher une partie des dividendes pour les remettre à la population sous forme d'investissement dans les routes, dans les hôpitaux, puis dans les écoles du Québec. Les promoteurs ont également présenté les investissements à réaliser pour la mise sur pied du parc, ainsi que les retombées économiques pour la région. Trois types de retombées. D'abord, il y a les retombées directes liées à l'investissement. On parle pour chaque phase, donc le projet en Charlevoix, d'à peu près 1 milliard d'investissement pour la réalisation du 400 MW. De ce milliard-là, à peu près la moitié va aller en travaux civils, donc construction des routes, construction des chemins d'accès et des réseaux collecteurs, construction des fondations, érection des tours éoliennes. Donc, c'est des travaux qui sont très importants. L'autre moitié, c'est essentiellement l'achat des éoliennes, des turbines, évidemment, qui sont des composantes importantes en termes de coûts. Donc, les retombées économiques directes vont être les emplois pendant la période de construction, 500 emplois, et puis aussi les emplois qui vont être durant la phase d'opération. On prévoit 30 ans là, de vie normale pour ce projet-là. Et puis, toute cette activité économique va évidemment générer des retombées indirectes, là, tout ce qui est hôtellerie, restauration, transport, etc., etc. Ce qu'on prévoit pour le projet de Charlevoix, c'est une enveloppe d'à peu près 80 millions de dollars qui va être distribuée soit sous forme de redevance directe ou encore sous prise de participation à rabais dans le projet. Et ce montant-là va être à répartir entre les communautés d'accueil, c'est-à-dire la MRC, et puis les Premières Nations qui sont sur le secteur. Les redevances pour les communautés locales, évaluées à 2,7 millions de dollars par année, ne représentent qu'une fraction des revenus que générera le projet. Voici les commentaires de Jean-François James à ce propos. Bien, je dirais qu'en valeur absolue, 2,5-2,6 millions, c'est quand même beaucoup d'argent pour une MRC. Les milliards de dollars, ce sont les investissements qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser le projet. Donc, évidemment, les promoteurs là, et Boralex, Hydro-Québec, Énergir, on est prêt à mettre ces investissements-là pour la réalisation du projet. Donc, c'est quand même important aussi qu'on puisse retrouver ces investissements-là. Ces redevances sont toutefois encadrées par des règles législatives en la matière.
la mécanique qu'on a utilisée pour arriver aux 80 millions, c'est ce qui est prévu dans la loi pour les projets qui sont issus d'appels d'offres, qui prévoient des redevances chiffrées par mégawatt. Donc, c'est un peu ça notre baromètre pour savoir quel est l'ordre de grandeur qui est nécessaire en termes de redevances. À combien peut-on estimer les revenus pour les actionnaires? Non, bien ça, ce n'est pas des chiffres qu'on dévoile à l'heure actuelle, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que le projet éolien des Neiges pour Hydro-Québec, pour les actionnaires d'Hydro-Québec, qui sont l'ensemble des Québécois, les prix qu'on a négociés avec les promoteurs sont très avantageux, puis ça va donner des retombées pour l'ensemble des Québécois. En cas de réintroduction du caribou en milieu naturel, 17 emplacements d'éoliennes se retrouveraient dans l'aire de répartition de l'animal. À ce jour, Boralex n'a retiré que 6 éoliennes dans le secteur ciblé. On a retiré 6 éoliennes de l'aire de répartition à l'endroit le plus propice où, potentiellement, lorsque le caribou serait remis en liberté, parce que, pour information, le caribou est en enclos présentement, l'aire de Charlevoix est en enclos. Puis, ce qui a été présenté dans le plan de rétablissement du caribou, c'est que pour que le caribou puisse reprendre ses activités, faudrait un territoire qui serait perturbé à maximum 35 %. À la Seigneurie de Beaupré, en raison des activités forestières et récréotouristiques, on est à 92 % de perturbation. Donc, ça, c'est même pas en lien avec le parc éolien, c'est vraiment en lien avec les activités de la Seigneurie de Beaupré. Comme on est à 92 %, c'est pas le territoire le plus propice pour le caribou. Donc, c'est notamment pour ça que le projet est exclu du plan de rétablissement du caribou. L'endroit où on a décidé de retirer les éoliennes, c'est l'endroit le plus propice où, advenant que les caribous étaient remis en liberté, ça pourrait être un endroit qui serait propice, potentiellement. Donc, c'est comme ça qu'on a fait le choix. D'autres mesures d'atténuation d'impact environnemental ont été présentées, notamment en ce qui a trait à la grive de Béquinel et aux chauves-souris. Les préoccupations entourant la modification des paysages charlevoisiens ont aussi fait l'objet d'études. On a communiqué notamment avec les MRC, les élus municipaux provinciaux. On a parlé avec différents groupes de citoyens. On a parlé avec des groupes ciblés en fonction des différents groupes d'intérêt. Il faut noter aussi que l'éolienne la plus proche d'une résidence permanente serait à 3,9 km. Donc, serait peu perceptible à cette distance. Oui. On est toutefois très conscient que les éoliennes, ça se voit, c'est certain. La population est invitée à se rendre sur le site Internet du projet des Neiges pour obtenir plus d'informations. Au total, une cinquantaine de personnes se sont déplacées au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul lors des 2 journées de consultation. Nous avons récolté quelques témoignages. Qu'est-ce que vous appréciez ce soir de la présentation? Bien, de la préoccupation environnementale, la sauvegarde de populations en danger, sauvegarder aussi le caractère particulier de Charlevoix. Avez-vous l'impression que ça a été atténué de ce côté-là, que le projet ici prend depuis 10 ans, par rapport à une autre activité où j'avais été, oui. Mais je suis encore à l'affût. L'impact visuel? L'impact, pas juste visuel, mais sur la capacité à cohabiter avec ce qu'il y a d'autre que les éoliennes. J'entends les milieux humides, j'entends la grive, j'entends le caribou, les chauves-souris. Pour moi, si ces animaux-là ne peuvent plus cohabiter dans un environnement, c'est l'humain aussi qui est le prochain, là. On est tous des mammifères, là. Oui. Alors, puis l'héritage qu'on laisse à nos petits-enfants qui sont même pas nés, là, je veux dire, les décisions qui se prennent aujourd'hui, là, moi, je ne les verrai pas, les conséquences. Mais on a une responsabilité comme population de faire les bons choix pour les petits à naître. C'est de la bienveillance parce que ce qui se décide aujourd'hui, c'est ces petits-enfants-là qui vont les vivre. Et c'est une grande responsabilité sociale, je pense. Est-ce que vous repartirez ce soir avec des craintes ou des questionnements en lien avec votre soirée? Bien, ce que je dirais, c'est par rapport aux préoccupations qu'ils ont, je vais suivre si effectivement les réglementations et puis les normes sont respectées. Okay. De dire une chose, de l'annoncer, c'est un premier pas. Mais il faut suivre le projet, comment il se développe, pour s'assurer que ces choses-là sont respectées. Bien, je
pense que c'est bien ficelé. Ils ont préparé leur plan de façon très adéquate. Ouais. Toutefois, c'est bien sûr qu'ils ne peuvent pas avoir tout prévu. Mais pour poser des questions, il faut avoir un minimum d'informations. Je pense qu'aujourd'hui, on a le minimum d'informations et qu'on peut réfléchir maintenant. On va sur le site, on peut réfléchir, puis après ça, on peut poser des questions qui sont plus intimement liées au projet comme tel. Plus pointues. Est-ce que vous trouvez que ça pourrait avoir des impacts positifs ou négatifs? C'est sûr que quand on touche au paysage, c'est dur que ce soit positif. Mais je pense que dans l'ensemble, comme on a besoin d'énergie beaucoup, je pense que ça peut être acceptable. Moi, je calcule qu'ici, on est un milieu quand même intéressant au niveau particularité touristique et qu'on a gardé notre environnement d'une façon assez intégrale, malgré les impacts humains. C'était une de mes plus grandes préoccupations, à savoir est-ce qu'il va y avoir des impacts négatifs par rapport à la structure touristique. Est-ce qu'il y a une APR ici? Et si l'Association touristique régionale s'est prononcée sur le sujet? Je n'ai jamais entendu parler de rien, là. Ça reste quand même subjectif. Il y a des gens qui aiment ça. Tu sais, ça reste quelque chose d'assez subjectif. Puis il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Puis après, dans tous les cas, nous, ce qu'on veut faire, c'est minimiser l'impact comme on peut. Parce qu'on ne prend pas pour acquis que tout le monde aime ça, comme on ne prend pas pour acquis que tout le monde déteste ça. Mais dans tous les cas, on essaie de minimiser l'impact sur le paysage. Nous avons également sondé les gens à propos des retombées pour la région. Je trouve ça bien, sauf que on dit 80 millions en 3 ans. Je n'ai pas voulu poser en 30 ans, mais je n'ai pas voulu poser la question parce qu'on ne connaît pas la répartition. On ne sait pas combien va au MRC, combien va aux Inuits, mais c'est quand même mieux que rien. Hein? Et on parle très peu de l'aspect politique de la chose. Ouais. J'aimerais qu'on soulève... Au niveau des redevances, par exemple? Au niveau des redevances, je trouve que 80 millions sur 1 milliard, c'est peu. C'est peu. C'est peu. Bien, nous, c'est un projet qu'on qualifie de très positif pour la région, du fait aussi qu'on a tenu compte de nos préoccupations là, qui ont été communiquées, comme je le disais, depuis le début. On en a parlé tout à l'heure d'essayer de placer les éoliennes à des endroits soit qui sont pratiquement non visibles, de certains points de vue qu'on juge importants pour nous. Parfois, ils sont très, très petites. Donc, on a vu avec les simulations visuelles que l'impact est quand même minime. Alors, ça rejoint, je pense, ce qu'on souhaitait là, comme développement de parc éolien pour la région. Ça fait partie de vos préoccupations, là, si on compte. Oui, le paysage, c'est un actif. Donc, pour nous, c'est un atout. C'est un des premiers motifs de déplacement là, des visiteurs dans la région. Puis c'est un actif pour la population aussi. Les gens tiennent à leur paysage. Donc, c'est important d'avoir le moins d'impact possible. C'est sûr, l'impact zéro, peut-être, n'existe pas. Là, dans ce cas-ci, on a vu qu'il fallait quand même placer là, les éoliennes à certains endroits qui avaient peu d'impact sur les plans d'eau, sur les chalets existants, etc. Mais somme toute, le fait qu'elles sont quand même très éloignées des milieux, qu'on parle de 15, 16, 20 kilomètres de certains secteurs, bien, pour nous, ça répond là, à nos préoccupations, qu'on a pu, là, comme je le disais là, depuis le début, transmettre là, aux gens qui travaillent sur le projet. D'autres mises à jour du projet suivront dans les mois à venir. La population est invitée à consulter le site web du parc éolien de la Seigneurie de Beaupré. La municipalité de l'Île-aux-Coudres lance sa campagne de sociofinancement pour son projet de parc à la pointe du Bout-d'en-Bas. De nouveaux aménagements seront réalisés pour préserver le site naturel. C'est des sentiers qui ont été faits avec le temps. D'ailleurs, autrefois, ça, c'était une ancienne piste d'atterrissage pour l'avion du docteur juste à côté. On va créer des zones... en fait, on va essayer de peut-être rétrécir les sentiers, refaire de la végétalisation, puis permettre à la nature de reprendre son droit sur cet espace.
On veut en faire un lieu de détente puis de partage, donc des sentiers, des panneaux d'interprétation parce qu'il y a une belle géologie. Il y a également, c'est un milieu humide à protéger, donc on veut sensibiliser les gens. Puis on veut également mettre une tour d'observation, si c'est possible, pour avoir une vue à 360 degrés sur toute l'île, puis nos montagnes également. La campagne a pour but de développer un sentiment d'appartenance pour les habitants de l'île. On aimerait que, en effet, on a besoin de trouver du financement parce que c'est un projet qui est quand même assez ambitieux, 1,4 million. Mais c'est aussi surtout parce qu'on veut que les citoyens de l'île aux Coudes sentent que ça leur appartient. C'est aussi leur projet, donc ils peuvent contribuer, ils peuvent investir, puis ensuite ça va être quelque chose qu'on va leur redonner, donc ils vont pouvoir en profiter à 100%. Si vous atteignez votre objectif pour la campagne qui est en ce moment de 20 000 est-ce que vous souhaitez agrandir la campagne, augmenter les montants? Donc en fait, c'est juste, le 20 000 c'est juste pour être plus raisonnable qu'autre chose. C'est sûr qu'on aimerait atteindre plus, sauf que la campagne de la ruche, comment c'est fait, c'est que si on n'atteint pas notre objectif premier, les dons sont retournés aux contributeurs, rien ne nous est donné, même si on a 10 000, on ne reçoit pas 10 000. Donc c'est une manière de recevoir les 20 000 si on arrive à atteindre l'objectif, puis si on en a plus, tant mieux. Donc on comprend que la population doit vous soutenir et être avec vous. On aimerait ça, puis parce que c'est un projet commun, là. On aimerait que ce soit quelque chose qui rassemble puis crée quelque chose de fantastique pour profiter à tous, donc oui. Le financement du futur parc n'est pas encore parachevé. Alors en fait, la majorité des dossiers sont envoyés, puis ils sont en attente. Pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a 147 000 de Tourisme Charlevoix, on a 150 000 de la MRC de Charlevoix, puis on a 350 000 qui a été donné par la municipalité de l'Île aux Coudres. Donc on a déjà des beaux montants, mais c'est clair que c'est pas assez. Donc on va aller chercher davantage avec le Fonds du Grand Mouvement chez Desjardins. Mais on est encore en attente de réponse, donc on ne peut pas vraiment s'avancer. Puis on a également démarché le secrétariat de la capitale nationale, le FRR, etc. Les dons des citoyens et des entreprises permettront également de financer un volet éducatif qui prendra place à l'entrée du parc. Au niveau du bâtiment d'accueil, qu'est-ce qu'on retrouvera dans ce bâtiment-là? En fait, c'est ça. Ça va être beaucoup de sensibilisation, d'interprétation. Il va y avoir un cahier. Dans une de nos contreparties, on peut parrainer des espèces végétales ou animales. Bon, il y aura comme un recueil avec les espèces puis le nom de la personne qui a parrainé l'espèce. Il va y avoir aussi on pourrait également faire des achats d'articles liés à la pointe du bout d'en bas, mais ce sera aussi un point d'information pour profiter au maximum du... Et ça, ce parrainage-là, il est lié en quelque sorte aux dons que l'on fait pour le parc. Donc, en tant que citoyen ou en tant qu'entreprise, lorsque je donne, je peux avoir une forme de parrainage, c'est un peu un commanditaire, et avoir son nom inscrit ici sur le site. Exactement. Les plus petites contributions donneront quant à elles la chance de gagner des prix. On a également des paniers cadeaux. Soit un panier gourmand avec des produits locaux de l'île. On va avoir un panier plage pour profiter vraiment du côté détente. Puis on va avoir un panier explorateur, peut-être avec une boussole, des jumelles pour observer la flore, la faune, etc. Et ça, c'est un tirage qui sera fait une fois que la campagne de sociofinancement sera menée à terme. C'est ça. La campagne se finit le 24-25 août. Puis on va procéder justement au tirage au sort. Les premiers aménagements du parc débuteront cet été et se poursuivront à l'été 2025. Le comité ZIP Saguenay-Charlevoix organise une activité de sciences citoyennes qui aura lieu ce samedi 8 juin. Vous organisez une activité ce samedi? Oui, un BioBlitz. En quoi ça consiste, un BioBlitz? Un BioBlitz, c'est comme un blitz de biodiversité, en fait. Fait que l'idée, c'est de prendre le plus possible de photos, de notes sur toute la biodiversité qu'on retrouve dans un milieu X ou dans un moment X. Donc là, dans le cas du BioBlitz de la pointe du bout d'en bas, l'idée, c'est de prendre
une espèce de photo du 8 juin, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi qui compose la pointe du bout d'en bas à ce moment-là. Puis surtout de faire vraiment au peigne fin toute la végétation, la faune, les fonges, puis même les insectes et tout ce qu'on y retrouve de vivant, en fait, et jusqu'au lichen, pour avoir une idée complète de tout ce qu'on peut retrouver sur la pointe du bout d'en bas, qui est un milieu hyper diversifié. Puis l'idée, c'est de mettre en valeur la pointe à travers le projet du parc La Pointe du bout d'en bas avec la municipalité. Municipalité de l'île aux Coudres. Donc, ça se déroule ce samedi à l'île aux Coudres. Ce samedi à l'île aux Coudres, de 8h à 13h. L'idée, c'est d'inviter les gens de passer quand bon leur semble. Fait que c'est plus de faire un petit tour de l'île avec son appareil photo, un cellulaire avec l'application iNaturalist, prendre des photos de tout ce qu'on voit, noter l'espèce, puis on va avoir des manuels sur place pour outiller les gens puis pouvoir les identifier. Fondé en 1990, l'organisme environnemental est le plus ancien du genre à œuvrer dans les zones d'intervention prioritaires liées au fleuve Saint-Laurent. Le comité ZIP, on travaille en protection, en restauration puis en concertation dans la région de Charlevoix et du Saguenay, particulièrement pour la protection du milieu aquatique et des berges du Saint-Laurent et de la rivière Saguenay dans la région du Saguenay. Les informations qui seront recueillies lors de ce BioBlitz possèdent une valeur particulière pour le comité. C'est de la science citoyenne, en fait. Donc, c'est utile pour des organismes en conservation comme le comité ZIP parce que ça nous donne beaucoup d'informations sur un milieu naturel sans avoir à faire des milliers d'inventaires à travers les années puis à travers la saison aussi. Donc, ça donne beaucoup d'informations qui peuvent être super pertinentes pour ensuite protéger ces espèces-là puis aussi pour appuyer le fait que c'est une zone qui est hyper diversifiée. Nul besoin d'être un expert pour participer au rassemblement. C'est vraiment pour tout le monde. On invite le public au complet, là. Les gens de l'île aux Coudres, les gens de l'extérieur qui connaissent bien la pointe du bout d'en bas ou même qui ont envie de découvrir puis de découvrir justement sa diversité. À travers le projet du parc de la pointe du bout d'en bas, les gens vont être invités à passer de plus en plus dans ce milieu-là pour en profiter. Puis l'idée avec le BioBlitz, c'est d'un peu d'ouvrir la porte aux gens, de découvrir l'aspect plus naturel de la pointe. On connaît beaucoup pour la contemplation, puis le sentier qu'on peut utiliser là-bas, mais de prêter attention, de baisser les yeux, puis de regarder sur quoi on marche, puis qu'est-ce qu'il y a dans les airs aussi autour de nous, qu'est-ce qui comporte le milieu à l'extérieur de l'humain. Des entreprises d'ici sont également partenaires de l'événement. Pour le dîner, vous offrez quelque chose aux gens qui se déplaceront? Oui, il y a la boulangerie Bouchard puis la biscuiterie de l'île aux Coudres qui vont fournir des petites grignotines. Donc, c'est plus un encas, là. Puis on invite les gens à apporter des bouteilles d'eau, mais avoir de l'eau sur place là, en cruche. Il devrait avoir une toilette sur place aussi. La population est invitée à consulter les réseaux sociaux du comité ZIP Saguenay-Charlevoix pour obtenir de plus amples informations. Le Centre d'archives régional de Charlevoix lance sa campagne de financement annuelle. Une fois de plus cette année, l'organisme vend des billets pour le tirage d'une œuvre d'art. Nous avons rencontré le recherchiste Rosaire Tremblay afin d'en apprendre davantage. Bonjour, M. Rosaire Tremblay. Bonjour, Mathieu. Je vous reçois aujourd'hui pour parler d'un lancement de campagne de financement pour le Centre d'archives régional de Charlevoix. Voilà. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez me parler un peu du Centre d'archives ici à Baie-Saint-Paul? Le Centre d'archives a son quart de siècle accompli depuis l'an passé. Le Centre d'archives a salué ses 25 ans d'existence. Okay. Et puis, on est un organisme donc, qui est accrédité par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Okay. Et on a comme mandat, donc depuis ces 25 dernières années, de recevoir des fonds d'archives privés de Charlevoix. Ça veut dire privés d'individus, d'organismes, de groupements communautaires, bref, tout ce qui n'est pas du public, c'est-à-dire comme les hôpitaux ou les villes, on n'a pas autorité de recevoir ces fonds-là comme legs, comme tels. Mais dans le particulier, on reçoit les legs, oui. Et vous couvrez tout le territoire de Charlevoix? Tout le territoire de Charlevoix, c'est notre mandat d'est en ouest. On a d'ailleurs une bonne réception là, au niveau des fonds du côté de l'est de Charlevoix. On a déjà jusqu'à date reçu des fonds majeurs. Alors oui, notre mandat est tout Charlevoix. Et là, vous lancez une campagne de financement
pour l'organisme. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, de par la mission qui nous est accordée par BANQ, on est accrédité. OK? Ce qui dit accrédité, ça veut dire qu'on a une subvention statutaire annuelle, comme les 14 autres centres semblables dans toute la province, dans toutes les régions, les satellites, si on veut, du Québec. Mais ce n'est pas 100 de notre fonctionnement. Alors, il faut aller chercher une part dans le milieu. C'est la participation du milieu qui dit « je crois en notre centre d'archives », ça veut dire « bon, je participe d'une manière ». Et notre manière de faire participer les gens du milieu ou entreprises, c'est avec la vente d'un tableau, avec l'attribution d'un tirage, d'un tableau, d'un artiste de la région qui nous fait un don. Et puis, bien, on vend des billets et voilà, on ramasse la somme nécessaire pour boucler notre budget. Et cet argent, Mathieu, sert pour l'acquisition de matériel en archivistique. Okay. Des boîtes, des chemises spéciales, en fait, ce qui est utile pour conserver les documents dans les conditions maximales de conservation. Et en passant, nous sommes dotés d'une voûte, de magasin d'archives qu'on appelle, qui répond à toutes les normes les plus extrêmes, un peu comme BANQ, au niveau de la conservation. Qu'est-ce que ça veut dire, BANQ? Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Parfait. Alors, on a des normes à respecter au niveau de l'humidité, au niveau de la température, au niveau des poussières ambiantes. Oui. Bref, c'est au max. Donc, les documents qui nous sont cédés sont conservés au maximum. Dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Mais l'affaire, c'est qu'on les interprète. On les classe, on fait un recensement, si tu veux, du contenu, en ne gardant que ce qui raconte l'essentiel, la quintessence, je te dirais, du fond. Pour comprendre, supposons, un organisme X, dans ce fond-là, on est capable de faire son historique, exemple. OK? Et on le rend accessible. C'est ça l'affaire. C'est que à tout le monde, à toute la population? Oui, et pour les organismes qui le veulent. Okay. Il peut arriver qu'un individu, supposons toi, tu dis, moi, je lègue mes albums de famille, mais je ne veux pas que personne les regarde. Tu nous les donnes, certes, mais bon, il y a une note comme quoi... On peut les mettre sous clé. Oui, on peut les mettre un peu sous... un omerta, si tu veux. On les cache, on les garde. Mais ça, c'est très rare, on n'en a pratiquement pas. Okay. Alors là, dans le cadre de ce tirage-là, c'est le début de la campagne qui se déroulera jusqu'à quand? Jusqu'au mois d'octobre. Jusqu'au mois d'octobre. Donc, les gens ont plusieurs mois pour se procurer les billets qui sont à quel coût? À 20 $. Et cette année, l'artiste qui nous a... Comme à chaque année, c'est toujours la même valeur en passant. OK? Ouais. Et l'artiste qui nous a donné un très beau tableau cette année, qu'on voit présentement à l'écran, est Stéphane Auric. Stéphane Auric, c'est un gars qui est de Baie-Saint-Paul, ben oui. Et puis qui est très présent, très généreux aussi. Hein? Ce n'est pas la première fois qu'il collabore avec notre centre, soit dit en passant. Je pense que c'est la 3e fois qu'il nous donne un tableau. Et je tiens à l'en remercier devant la caméra de TVCO. Et saluer aussi la Galerie d'art Iris de Baie-Saint-Paul, Stéphane Bouchard, un des directeurs, qui, à chaque année, nous offre l'encadrement du tableau. Okay. Donc, quand on remet l'œuvre au gagnant ou à la gagnante, il est complet. Elle est prête à accrocher. Elle est prête à accrocher, voilà. Alors, elle a son cadre, c'est pas un tableau à nu. Superbe couleur vive sur le tableau, paysage de montagne, de forêt. L'arrière-pays de Charlevoix sur celle-ci. C'est l'arrière-pays, donc on présume les Piémonts des Laurentides dans l'arrière-pays de Saint-Urbain. Et là, au niveau de votre cœur vautré, pourquoi est-ce que vous diriez que c'est important que les gens vous soutiennent, notamment au niveau de la valorisation du patrimoine immatériel? Je pense que notre mission parle par elle-même, Mathieu. Le fait que nous voulions conserver, et c'est ce qu'on fait, la mémoire de chez nous, tu sais. Ouais. Alors, c'est ça, en fait, un peu, la vente de ce billet-là, c'est pour faire dire à la population, on croit à ça. Quand on achète un billet pour notre campagne de financement, ça veut dire que je crois à la mission du centre d'archives, de garder une trace, de garder pour la postérité. Oui. Hein? Si dans 50 ans, quelqu'un veut faire une recherche sur tel ou tel sujet, dans Charlevoix, ben voici, il y a une référence. C'est pas éparpillé ou perdu, ça et là. Puis malheureusement, c'est ce qu'on doit reconnaître de nos jours, il se perd beaucoup de choses. Oui. Il se perd énormément de documents par ignorance et par désintérêt. Les gens héritent. Souvent, ça arrive lors de legs d'héritage. Oui. Des boîtes accumulées par un aïeul, puis on ne sait pas trop c'est quoi, et on jette. Bien, c'est ça qu'on veut essayer d'éviter, Mathieu. Que les gens qui reçoivent par un père, par leur mère, par un oncle, peu importe, des papiers, des documents, des albums photos, qu'ils ne connaissent pas trop, mais donnez-nous-les. Alors, c'est là, nous, on va les interpréter, on va les classer et on va leur donner un intérêt pour la suite du monde, comme on dit. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer ces billets-là? Écoute, c'est au centre d'archives, OK? On est situé au sous-sol
de la bibliothèque René Richard. OK. Nos appartements sont là, notre magasin d'archives. On peut faire d'ailleurs visiter, on peut montrer nos équipements à ceux qui le veulent, ou encore contacter des membres du conseil d'administration. On va sur Internet, on voit la liste des membres du CA, et puis si on les connaît personnellement, bien, on peut dire « As-tu un billet pour moi? » parce que je veux être supporté. Mais règle générale, ça se fait de personne à personne, ou encore au bureau même du centre d'archives, où plusieurs personnes viennent se le procurer spontanément. Super. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Et puis, on vous souhaite de bonne chance pour cette campagne de sociofinancement. Merci, Mathieu. Merci à TVCO et aux gens qui nous écoutent de nous supporter, encore une fois, pour la mission du Centre d'archives. Merci. Bye-bye. La saison estivale démarre dans les 2 parcs nationaux de Charlevoix. Le directeur André Rouleau nous parle des prévisions d'achalandage pour l'été à venir et de la réouverture complète des sentiers pédestres. Bien, on s'attend à un super bel achalandage. L'année passée, il y avait eu une petite baisse, mais on se rappelle qu'il y avait eu des événements climatiques assez intenses là, qui avaient nécessité l'évacuation de camping, tout ça. Écoute, on n'est pas garant de la température, mais on s'attend à une belle saison. Il y a des réouvertures de sentiers qui s'en viennent aussi prochainement? Oui, il y a plusieurs sentiers qui sont déjà ouverts. On a le Pee-Wee, je crois, qui est fermé ces temps-ci. Là, c'est encore la fonte de la neige, c'est encore très boiteux. Mais avec la belle température qui nous annonce, je pense que ça devrait réouvrir assez rapidement. L'Acropole des Draveurs aussi? L'Acropole des Draveurs, on a des gens qui sont allés l'explorer hier. Ça n'a pas été concluant encore. Là. Il y a encore un petit délai. Okay. Mais on va sûrement ouvrir à la date, le 2e de juin. Là, il n'y aura aucun problème, c'est sûr. Les 2 établissements construisent en ce moment de nouvelles infrastructures, dont certaines ouvriront dès cet été. Ici, au Grand Jardin, on a un projet quand même intéressant de rénovation du Château Beaumont. Okay. C'est un bâtiment qui a besoin d'amour, qui va être rénové cet été. Au niveau des nouvelles infrastructures à Haute-Gorge, on est en train d'installer 5 nouveaux prêts-à-camper, le nouveau modèle Étoile, qui sont en train de s'installer, qui devraient, on espère qu'ils vont être offerts pour la Saint-Jean-Baptiste. OK. Fin juin à surveiller. Oui, absolument. C'est ça. Et au Château Beaumont, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Château Beaumont, on est en train... Il n'y a pas de vocation actuellement. Actuellement, ce bâtiment-là sert de refuge pour les gens qui font les randonnées de ce secteur-ci. On a le Boréal, on a le sentier de Pomereau, on a le sentier du Brûlé. Il y en a que j'oublie. Enfin, c'est les sentiers qui sont à proximité. Les gens vont pouvoir se reposer là. Mais on est en train de travailler à trouver une vocation pour pouvoir vraiment mettre en valeur ce site-là qui est extraordinaire. Durant les prochains mois, la CEPAC rendra plus accessibles les parcs nationaux à la population grâce à une nouvelle enveloppe budgétaire du gouvernement du Québec. Une partie du montant reçu servira à établir des ententes entre les parcs et des organismes communautaires venant en aide aux personnes vulnérables et aux nouveaux arrivants. Et moi, je suis bien emballé par ça. En fait, j'invite tous les organismes communautaires à communiquer avec nous s'ils veulent organiser des visites au parc, autant au Grand Jardin qu'au Haute-Gorge. Communiquez avec nous, puis on va s'entendre ensemble pour voir... En fait, l'enveloppe permet de financer le transport au parc et les frais d'accès aux parcs nationaux. Fait que c'est une belle opportunité, je pense, pour les gens de la région, pour les organismes communautaires à se rapprocher de nous puis de faire connaître ces 2 magnifiques parcs-là à des gens qui ont moins l'occasion peut-être d'y venir sur une base quotidienne. Le Parc national des Grands Jardins organisera une fois de plus cette année des activités dans le cadre de la Fête de la pêche 2024. La Fête de la pêche, c'est provincial. En fait, c'est 7, 8 et 9 juin. Ici, au Parc des Grands Jardins, il va y avoir des activités qui vont être offertes les 8 et 9 juin. Donc, le 8 juin, c'est une initiation à la pêche. On invite les gens, c'est sur réservation. Les gens doivent appeler au bureau de la CEPAC pour réserver. Donc, il y aura des patrouilleurs, des guides naturalistes patrouilleurs qui vont les initier à la réglementation de base à la pêche. Puis après ça, ils vont venir taquiner la truite à partir du quai qu'on voit derrière moi. Dans le secteur Arthabasca. Secteur Arthabasca, exactement. Uniquement. Donc, uniquement. La deuxième activité, elle va se tenir au Château Beaumont, ce qu'on parlait tantôt. Qui est dans quel secteur? Qui est à peu près à 2 km d'ici. Donc, au Château Beaumont, ça va être une initiation à la pêche à la mouche. Donc, les gens sont invités à s'inscrire. On va les initier au rudiment de la pêche à la mouche, puis il y aura un essai sur le lac Turgeon qui va être fait par la suite. Et ça se déroule le 9 juin? Le 9 juin.
Une offre artistique sera également proposée dans le secteur Arthabasca du parc des Grands Jardins. En fait, c'est une activité de découverte avec un guide naturaliste qui va se dérouler au petit pavillon que vous voyez derrière moi. En fait, c'est un guide naturaliste qui va inviter des groupes, c'est sur réservation aussi, mais c'est une activité gratuite. Ils vont inviter les gens à observer la végétation qui les entoure, à faire une introspection, de se concentrer, puis de faire des reproductions artistiques de ce qu'ils auront vu ou de ce qu'ils imaginent comme décor végétal. Et ça se déroule durant toute la saison estivale? C'est tous les lundis après-midi durant la saison estivale. Cette année, un nouveau forfait sera offert aux visiteurs de passage dans la région qui souhaiteraient découvrir le parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Pour cet été, on a un forfait avec le train de Charlevoix. Donc, les gens qui viennent héberger à la Malbaie via le train vont avoir l'opportunité de prendre la navette qui est offerte par la MRC de Charlevoix-Est et venir faire une croisière en bateau-mouche. Puis, il y aura un repas aussi d'offert qui est forfaitisé là, avec le train de Charlevoix. Ce modèle d'affaires de partenariat sera-t-il amené à se développer davantage à la CEPAC? Nous, on est ouvert à faire des partenariats avec les gens de la région. Là, ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, on veut essayer de promouvoir nos activités à valeur ajoutée pour les gens qui sont en hébergement dans la région. Donc, on aimerait bien avoir des partenariats justement avec les différents intervenants touristiques de la région. D'ailleurs, on va faire une petite tournée prochainement pour essayer de voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble là, pour promouvoir les activités de la belle région de Charlevoix. La population est invitée à consulter le site web de la CEPAC pour obtenir plus d'informations sur les activités à venir. La programmation estivale du Havre musical de Lillet mettra à l'affiche plusieurs artistes et célébrités tels que Bruno Pelletier et Marie-Hélène Thibert. Guy Saint-Onge nous présente les faits saillants de cette programmation. Parce que là, vous allez encore une fois cette année chercher des noms qui sont bien connus de la population. Oui. D'autres un peu moins, mais vous avez une superbe programmation. Merci beaucoup. Vous allez aussi dans différents styles. Vous allez avoir beaucoup de jazz, de la musique classique, mais aussi du country, du blues. Oui, on a deux fins de semaine, une dédiée au blues puis l'autre au country. Alors, c'est 3 shows par fin de semaine. Écoute, moi j'ai hâte, là, on a un hommage à Sheryl Crow, on a une comédie musicale country, on a Manon Bédard qui vient, et puis dans le blues, on a des bandes, là, c'est des bandes de rêve. Là, vous êtes parti pour 11 fins de semaine jusqu'au début du mois de septembre. Tous les vendredis, samedis, dimanches, il y a 33 concerts. Puis tu sais, souvent, à l'époque, je faisais des tournées, mettons qu'on faisait 33 shows, c'était le même show qu'on faisait 3. Mais là, c'est 33 shows différents. Donc, c'est le fun, là. Puis les gens, pas besoin d'être à notre hôtel pour voir les shows. Tout le monde peut venir, s'installe sur les chaises, on a une grande scène, et on fait les spectacles. Parce que oui, vous proposez des spectacles, mais il y a aussi l'auberge qui peut accueillir des gens pour dormir. On a 17 chambres, oui, 17 chambres. C'est un havre de paix. Le site présente des attraits particuliers qui en font un lieu exceptionnel au Québec. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partent de très loin pour venir voir les spectacles. Parce que je veux pas être chauvin, mais un derrière de scène comme ça, ça devient des spectacles, des shows audiovisuels, si tu veux. Il y a autant à voir qu'à entendre. Et puis, ça fait des moments, les gens m'en parlent, il y a des grands moments d'émotion. Guy Saint-Onge témoigne de l'évolution du projet. C'est assez simple parce que quand mon métier, c'était chef d'orchestre à la télé beaucoup, là. Et donc, tous les artistes qui ont passé là, à Adlib, mettons à l'époque, bien, sont devenus un peu comme des amis parce qu'ils passaient souvent. Puis, donc, au début, c'était facile d'aller chercher plein de monde, plein d'amis. Puis encore là, ça reste quand même des amis. Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui appellent pour passer. Okay. C'est nouveau, ça. Ça fait peut-être 3-4 ans, là. Au niveau du classique, au niveau du jazz, on est bien établi. La réputation est faite, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment, vraiment plaisant pour moi. Ça me permet de découvrir des grands talents aussi. Quels sont les coups de cœur de Guy Saint-Onge dans cette programmation? Écoute, ça serait pas fin pour les autres, mais ils sont tous... Non, mais sérieux, mais il y a peut-être quelque chose qui, moi, me touche peut-être un peu. Il y a peut-être une trentaine d'années, je voulais faire une suite symphonique en me servant de paroles, de chansons. Et puis, je cherchais une voix pour faire ça. Puis la seule voix, pour moi, qui était assez souriante pour faire ça,
c'était Christine Chartrand. Bien, elle vient cette année, je l'ai appelée, puis elle est contente. J'ai appelé ça retrouvailles. C'est la première fois? Ah, c'est la première fois qu'on fait ça. Et j'attends vraiment ce moment. Bien sûr, il y a mon grand ami Bruno Pelletier. Il y a plein de monde, mais dans le jazz aussi, puis dans le classique, on a des concerts classiques phénoménal. Le Havre musical de Lillet propose une formule de contribution volontaire assez unique au Québec. Ce que je veux faire ici, c'est partager la musique. La musique m'a tout donné dans ma vie, moi, puis je veux partager. C'est sûr qu'il faut vivre ici. Écoute, juste l'entretien, tout ça. Donc, je ne peux pas faire ça gratuitement, mais je le fais contribution volontaire. Donc, s'il y a une famille qui arrive, qui sont serrés un peu, ils peuvent venir, ils peuvent arriver avec leurs enfants, puis voir le concert. Ceux qui sont un petit peu plus aisés, ils peuvent donner plus. T'sais. On va suggérer 25 $ parce que si on regarde les artistes qu'on écoute, et puis tout ça, c'est pas mal le minimum qu'on peut demander. Mais on comprend très, très bien si les gens ne peuvent pas, et puis ça fait partie de ça. Mais ça reste que le prix est encore bien, bien plus bas que le prix, finalement, du marché des spectacles au Québec. Mais oui, c'est très accessible. Ben, ouais. Monsieur Saint-Onge nous parle également d'un groupe musical moins connu qu'on devrait absolument découvrir. Bien, je vais vous parler d'un groupe vocal qui s'appelle la Gamique Vocale, je pense. Gamique Vocale, je ne sais pas si mais Gamique Vocale. Je pense qu'ils sont une vingtaine qui viennent chanter la deuxième fin de semaine, je pense. Au mois de juin. Oui. Et c'est des... j'ai jamais vu des gens chanter avec autant de fun, de sourire, puis ils chantent des chansons du fleuve, ça va être un méga party. Super. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un grand plaisir. On suit ça avec plaisir cet été. Merci beaucoup, merci d'avoir été là. La programmation estivale est disponible sur le site web et les réseaux sociaux du Havre musical de Lillet.